le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. Et le corollaire de l'indépendance, c'est la responsabilité. Donc, de deux choses l'une. Ou on est indépendant, donc on revendique notre destin, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ou on dit que c'est toujours la faute des autres, ça veut dire que nous sommes des moutons. Je ne suis pas un mouton. Donc, la mentalité victimaire, je n'en veux pas. J'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc, vous savez, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Dans les supermarchés au Sénégal, le café, il est hors de prix. Ce café qui vient d'Afrique. Le cacao, le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Oui. Pourquoi on ne le fait pas? Oui. Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. Oui. Je vous cite, de ces leaders low cost, sans éthique, autres que leur rapacité, qui sont même des faux bergers sadiques qui privent les enfants d'Afrique du lait de leur mère. Ouais. Bref, avant de critiquer l'égoïsme de l'Europe, ou alors en même temps, balayons devant notre porte. C'est ce que vous leur dites à ces dirigeants africains. Vous savez, moi je suis toujours entre deux feux. Donc finalement, c'est très difficile aussi, mais j'assume. Mais je suis entre deux feux. Les extrémistes africains revanchards ne m'aiment pas, les extrémistes européens ne m'aiment pas. Le problème, c'est que je sais ce que c'est que le rejet, donc ça ne me pose pas de problème. Je veux juste être honnête avec les deux mondes qui font ce que je suis. Donc mon amour de l'Europe fait que chaque fois quand je dois critiquer quelque chose sur l'Europe, en fait, je me fais violence. Parce que je vis en Europe. Et j'habite à Strasbourg. J'ai aussi la nationalité française. Je ne la cache pas. On ne m'a pas forcé à l'avoir, je l'ai demandé. Donc ça correspond à quelque chose dans ma tête. Et je la respecte. Mais Marianne ne m'a pas adoptée pour que je lui cire les pompes. Marianne, elle m'a adoptée pour que je sois une vraie citoyenne française digne d'elle-même et des valeurs qu'elle défend. Et donc je les défends. Et notre liberté, elle est incomplète quand elle est interdite à nos semblables. La pauvreté, c'est une des pires violences faites à l'être humain. Et en Afrique, c'est ce qu'on trouve. Qui sont les complices? Parce qu'on parle toujours, dès que je parle d'Afrique, on me dit, mais la corruption. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Qui est le corrupteur? C'est celui qui a les moyens. C'est l'Europe. Il faut dire la vérité. Et maintenant, nos dirigeants, il faut juste que les gens comprennent que politicien, ce n'est pas un métier. C'est une fonction pour rendre service à son pays. On ne devient pas politicien pour être riche. Donc il faut exceller dans autre chose avant de vouloir servir la nation. Et là, le corona nous a donné une leçon. Parce que là, avec les frontières fermées, on s'est rendu compte de la dépendance, par exemple. Si vous voulez importer du riz thaïlandais, des lentilles de Canada, du lait en poudre irlandais, eh bien, les frontières sont fermées. Eh bien, à un moment donné, il faudra penser à l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Tant qu'on n'aura pas ça, ces jeunes-là, ils bougeront toujours pour aller chercher quelque chose ailleurs. Et on parle toujours, depuis l'Afrique, quand on est en Afrique, on parle toujours de l'exploitation, du néocolonialisme, de l'Occident qui viderait notre grenier. Mais oui, est-ce qu'il pourrait le faire si nous tous, en Afrique, nous étions soudés, s'il y avait un panafricanisme où l'Afrique parlerait d'une seule et même voix? Mais non, chacun va signer ses accords d'une manière, séparée des autres pays. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas comme l'Union européenne qui va faire un grand ensemble qui va décider. Non, les pays africains vont aller individuellement. Donc chaque pays va signer, ce qui les affaiblit. Donc oui, ceux qui exploitent l'Afrique ne pourraient pas le faire s'ils n'avaient pas des complices locaux. C'est ça, ce sont les cyniques, c'est le mot que vous employez. Oui. Vous dites carton rouge à ces dirigeants-là, carton rouge. Oui, qui font semblant de diriger le peuple africain tout en le livrant à la famine. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faudra que l'Afrique, 54 pays qui peinent à être entendus, c'est parce qu'ils n'ont pas pu rassembler leurs forces. Et cela, c'est possible tant que nos dirigeants continueront à jouer leur match individuel à leur propre détriment. Donc, il faut à un moment donné que les Africains se rassemblent pour parler d'une même et unique voix. Oui, nos vies servent d'engrais au monde des pillards. Oui. Les mots sont forts. Et oui, regardez l'espérance de vie en Afrique.
Donc, c'est l'espérance de vie au Sénégal, par exemple. Si déjà à 40 ans, vous n'avez toujours pas trouvé un travail stable, quelle retraite pouvez-vous imaginer? Donc, du coup, c'est un monde où l'Afrique est là comme une réserve disponible pour ceux qui peuvent utiliser ces ressources. Le pétrole africain, vous connaissez une compagnie africaine qui exploite le pétrole africain? Non, tous les noms, ce sont des noms de pays riches, donc des exploitants extérieurs. Vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient aux pays africains? À part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas. C'est toujours, ce que vous dites, impossible d'avoir de l'électricité dans les villages africains, alors que l'uranium du Niger fait tourner les centrales nucléaires occidentales. À plein régime. Oui. Et puis derrière les villages de Niamey, on allume de la bougie. Quand vous allez dans les îles du Saloum, l'électricité n'est pas permanente. Et donc tout ça, franchement, si votre uranium permet d'alimenter les centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un minimum. C'est quand même pas éthique, même pour les gens qui utilisent cet uranium pour s'éclairer, pour avoir leur eau chaude, pour pouvoir cuisiner. Quand on sait que les villages juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Comment peut-on servir de réserve aux autres alors que la gamelle est vide en Afrique? En Afrique, oui. Fatou Diome, ça fait longtemps que vous parlez de ces questions. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune Sénégalais qui est prêt à tout pour partir? Aux jeunes Sénégalais, mais aussi à l'Europe. Aux jeunes Sénégalais, je dirais que, quel que soit le pays, il faut lutter pour s'en sortir. Et aux jeunes Sénégalais, je dirais aussi qu'il y a certains qui n'acceptent pas certains boulots au pays et ils font des boulots encore plus difficiles quand ils arrivent en Europe et très très mal payés. Mais dire cela, pour moi, ça ne suffit pas parce que ça fait longtemps que je parle de ce phénomène. Donc à l'Europe, je dirais ceci, quand vous déplacez le grenier des gens, quand ils ont faim, ils suivent le grenier. Donc au Sénégal, il y a la réduction des ressources halieutiques. Donc ces gens-là, Mbour, j'ai fait mon lycée là-bas. Donc ce sont des pêcheurs. C'est exactement la même chose que dans ma région. Maintenant, il y a une raréfaction du poisson. Il y a de moins en moins de poissons. Mais vous voyez les bateaux européens qui viennent ratisser les côtes sénégalaises jusque dans l'estuaire du Sine Saloum, juste au large, là où vous avez pris la pirogue pour traverser. Juste derrière, on trouve de grands bateaux des chalutiers européens. Il y a ce que Thomas Piketty dénonçait. Ils ne payent pas les impôts dans les pays africains où ils travaillent. Donc ces jeunes-là, il faut d'une manière ou d'une autre les occuper, les nourrir, les éduquer. Donc si on vide l'Afrique de ses ressources sans permettre aux gouvernements africains d'investir dans l'éducation de ces jeunes-là, l'Europe ne sera jamais tranquille parce que votre gamelle pleine là, on viendra toujours chercher notre part. Dans le grenier. Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'accuse l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux. La fille qui peut regarder les fautes de l'Europe, mais la fille qui dit, si je veux que ma voisine européenne me respecte, si je veux parler avec elle d'égal à égal, je dois arrêter de demander la moitié de son salaire pour gagner le mien. L'Afrique, la faute qu'elle doit reconnaître, et on doit absolument accepter cette autocritique. L'Afrique a trop longtemps gardé son complexe colonial, regardant l'Europe non comme un partenaire de négociation, mais comme un maître dont on accepte à la fois le secours, mais aussi le mépris. La terminologie utilisée quand on parle des relations entre les deux continents est édifiante. On parle toujours d'aide logistique, d'aide humanitaire, d'assistance technique, de subvention, etc. Il est donc toujours question de ce que l'Europe apporte à l'Afrique. Pourtant, si l'Europe a si jalousement gardé sa relation avec l'Afrique depuis si longtemps, c'est bien parce qu'elle en tire quelque chose. Alors quand les Européens viennent investir chez nous, ils font de l'aide au développement. Mais leurs comptes bancaires sont en Europe. Et une entreprise qui fait des pertes ne reste pas longtemps en Afrique, hein, elle ferme. Donc quand ils viennent faire des affaires, ils viennent nous aider. Quand nous, on vient faire des affaires, on est immigrés économiques. Donc à un moment donné, il faut parler bêtement du marché capitaliste à la régulière.
Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. En ce moment, on parle beaucoup du partenariat Europe-Afrique. Ça passera par une révolution des mentalités. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas le tutoyer. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas lui imposer des règles. Celui à qui vous demandez la charité, vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. L'Europe n'est pas digne quand elle exploite l'Afrique pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas éthique. Et le peuple européen ne doit plus l'accepter. Et l'Afrique n'est pas digne quand elle se plaint tout le temps et que le peu de richesse qu'elle a, certains l'utilisent pour leur propre compte et laissent le peuple démuni. Ce n'est pas éthique non plus. Si le partenariat est une association en vue d'agir pour un bénéfice commun, je suis d'accord. Mais il est évident que pour l'instant, c'est l'Europe qui mène la danse. Alors, de 2 choses l'une. Si vous voulez danser avec moi, vous ne pouvez pas seulement compter sur votre souffle, vous allez m'épuiser. Donc, si vous voulez danser avec moi, on doit organiser nos pas et nous entendre doucement et nous entendre. C'est une conciliation. Ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une tutelle. C'est une conciliation. Si le partenariat Europe-Afrique consiste simplement à imposer aux pays africains des accords soucieux des seuls intérêts européens, ce ne serait pas un partenariat, ce serait un contrat léonin. Donc inacceptable. Ce serait même plus hypocrite que la colonisation. Il s'agit donc de rendre son plein sens au mot partenariat. Si l'Europe veut aider l'Afrique vraiment, il faut sortir de la condescendance et de la supposée aide pour un vrai et juste, transparent partenariat. Le partenariat Europe-Afrique peut apporter une véritable ingénierie à l'Afrique. Il n'y a pas de complexe à cela. L'Afrique doit apprendre à prendre des autres et à échanger, sans complexe. La mondialisation, la crise économique et le drame actuel des migrants nous montrent que les problèmes d'aujourd'hui transcendent les frontières. Ils demandent donc des solutions collectives. Pendant longtemps, les populations, les communautés humaines ont organisé leur survie, les unes au détriment des autres. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc la communication est internationale, les gens sont informés. Donc ce que je sais et ce que je peux revendiquer et ce que j'attends de l'Europe, peut-être que ma grand-mère ne pouvait pas réclamer la même chose. Eh bien, elle était moins informée. Et puis elle voyageait moins. Donc le monde globalisé aujourd'hui nous permet de nous rencontrer et de voir s'il y a des choses justes ou injustes. Et l'injustice, elle est intolérable aux 4 points cardinaux. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. Et le corollaire de l'indépendance, c'est la responsabilité. Donc, de 2 choses l'une. Ou on est indépendant, donc on revendique notre destin, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ou on dit que c'est toujours la faute des autres, ça veut dire que nous sommes des moutons. Je ne suis pas un mouton. Donc, la mentalité victimaire, je n'en veux pas. Je vous remercie.